Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 novembre. L'agression rwandaise sous couvert du M23 continue à mobiliser les Congolais, car Kinshasa a vibré au rythme d'une marche de protestation des chrétiens pour dire non à cette énième agression. Vous suivrez cela dans ce journal. À la une également, vous l'avez suivi, Kibali Goldmine a un nouveau directeur en charge des opérations. Arthur Mouton-Collé a été hissé à ce rang. Vous suivrez son portrait dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. Un invité dans ce journal, nous sommes fiers d'accueillir le professeur Dadi Saleh, qui est professeur à l'université ISDER Goma, et il enseigne aussi à beaucoup d'autres universités. C'est avec lui que nous allons analyser et commenter l'actualité. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir à tous. On va vous retrouver tout à l'heure, mais d'abord, cette actualité. Pour dire non à la balkanisation, à l'insécurité à l'est du pays et aux négociations avec les auteurs de crimes, mais aussi à l'embargo sur les armes qui pèsent sur la RDC, la princesse Adel Kaïnda, ensemble avec les chrétiens et les croyants, ont battu le pavé de Kinshasa lundi. La marche qui est partie du quartier général de l'ONU à Gombe, où un mémo a été déposé. Fiston Oleko et Stanis Samba étaient là pour le reportage. C'est une réponse positive à l'appel à la mobilisation de tous les Congolais lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour faire face à l'insécurité dont est victime la RDC avec l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. Les croyants et les chrétiens congolais n'ont pas pu rester en marge de cet élan patriotique. Avec en avant-garde la princesse Adel Kaïnda, ils ont gagné les artères de Kinshasa ce lundi dans une marche de protestation contre l'agression de la RDC, les négociations avec les groupes armés, mais aussi contre l'embargo sur les armes qui pèsent sur le pays. Les chrétiens de la République démocratique du Congo, représentés par la ville-province de Kinshasa, se sont décidés pour dire la guerre à l'Est, c'est une affaire qui nous concerne. Et les chrétiens viennent de se décider pour marcher, répondre à l'appel du chef de l'État, le commandant suprême de FARDC. La marche a vu ses débuts de la cathédrale de l'église protestante dans la commune de Lingwala. L'itinéraire a pris le boulevard Triomphal, puis l'avenue Willery. Chemin faisant, les manifestants étaient munis des calicots, des banderoles, d'autres l'emblème du pays. Avec des chants patriotiques, la procession a eu à atteindre le boulevard du 30 juin au quartier général de l'ONU pour le dépôt d'un mémorandum. Après quelques résistances, la princesse Adel Kaïnda a pu enfin pénétrer l'enclos du siège de l'ONU et a déposé le document. Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies de procéder à la levée de l'embargo des armes pour notre pays. Que les agresseurs procèdent au retrait immédiat de nos territoires. Et que nous demandons aux Nations Unies de laisser notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille dans la paix. Les populations congolaises restent visiblement mobilisées pour défendre l'unité nationale. De tous les quatre coins du pays, l'unanimité est naturellement constatée quant à la défense de l'intégrité du territoire congolais. Dans tous les quatre coins du pays, l'unanimité est naturellement constatée quant à la défense de l'intégrité du territoire congolais. Professeur Dadi Saleh, je rappelle que vous êtes professeur à l'ISDER Goma et à beaucoup d'autres universités également. Vous avez suivi la marche des chrétiens. Vous qui vivez à Goma, on voit les compatriotes de Goma qui sont très très mobilisés. Comment vous vivez d'abord cette situation? Quel est le climat là-bas à Goma? Et puis comment vous vivez cette situation, vous qui êtes à quelques kilomètres seulement de théâtre des opérations? C'est vrai, c'est pénible, surtout qu'il y a encore ce soir, à quelques kilomètres de la ville de Goma, il y a des affrontements. Donc il y a une pression, ça c'est tout à fait vrai. Mais il faut dire malheureusement que la ville de Goma a l'habitude, ça c'est malheureusement, l'habitude de penser chaque fois que les Rwandais peuvent prendre Goma, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'M23, ce qui fait que certes qu'il y a une pression. Moi je suis arrivé hier, mais à 21h j'étais au supermarché, etc. Mais la pression est réelle parce que c'est la guerre et qu'il y a beaucoup de morts.
beaucoup de nos amis qui viennent de Rutshuru, qui sont devenus des déplacés de guerre. Et il faut dire malheureusement que l'assistance jusque-là n'est pas assez consistante et que ça fait mal. Nous sommes obligés chaque fois, matin, midi, soir, essayer d'amener de l'eau, des biscuits. Certes que le gouvernement a fait quelque chose, que nous félicitons, mais c'est totalement insuffisant et il y a une souffrance terrible du peuple congolais. Et dans la ville est sous psychose, ça c'est sûr et certain, et que nous espérons, et nous voyons en fin de compte, comme on l'a dit, mieux vaut tard que jamais. Apparemment, la nation commence à se mobiliser. Parce que je l'ai dit toujours, gouverner c'est prévoir, mais c'est comme si le leadership congolais depuis 1960, apparemment ne comprend pas que gouverner c'est prévoir et qu'il y a des moments qu'il faut prendre des grandes mesures et qu'on ne peut pas continuer à pleurnicher. Donc je pense que ça c'est un peu un appel général et les sentiments qu'il y a, mais nous soutenons l'appel du chef de l'État qui dernièrement, au moins, comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais, a demandé qu'il y ait mobilisation générale, a compris que nous sommes totalement en guerre, même si l'article 86 n'est pas encore lancé. Malheureusement, il a demandé une vigilance et une mobilisation générale, mais il a évité l'article 63 de la Constitution qui demande qu'on soit effectivement mobilisé, qu'on soit prêt à se battre. Je pense effectivement, avec ces convois qu'on marche par-ci par-là, il est grand temps qu'on puisse comprendre que la situation est grave et gravissime, et ça n'a rien à voir avec l'Est. Ça a tout à voir avec la République démocratique du Congo, où, comme l'Église l'a si bien dit, le plan de balkanisation est là. Et nous regardons et nous nous amusons apparemment à penser que nous risquons de négocier avec qui que ce soit dans une position de faiblesse. Malheureusement, il faut un rapport de force. Il n'y a pas de vraie diplomatie. Comme le chef de l'État lui-même l'a si bien dit, ça n'a pas marché. Il n'y aura jamais de bonne diplomatie sans compter sur les rapports de force ainsi que sur les intérêts. Pour l'instant, le peuple congolais, depuis plus de 30 négociations, Sun City, Luanda, etc., je peux vous assurer que nous ne sommes pas gagnants dans tout ça. Ce qui fait que nous devons d'abord renforcer, la dissuasion, et la dissuasion militaire, la dissuasion diplomatique vient en second lieu pour essayer de résoudre la question. Mais ce qui nous manque, c'est la dissuasion militaire. On a été tous contents d'avoir des bombardements. En fin de compte, on s'est dit, oh, on a des avions qui peuvent bombarder. Mais on l'a demandé depuis très longtemps. Comme je le disais, mieux vaut tard que jamais. Les linges sales se lavent en famille. Quand la maison est en train de brûler, on ne doit plus considérer qu'est-ce qui se passe, ce qu'il y a comme problème dans la famille. Il faut que nous tous, nous puissions éteindre ce feu-là. Ces feux-là, sans considération des partis politiques, sans considération des tribus, sans considération d'opposition majorité. La nation est totalement en danger et qu'on aimerait voir effectivement ces leaderships s'élever comme un seul homme. Et je pense que c'est ce que Goma attend, c'est ce que Beni attend, c'est ce que Rutshuru attend, c'est ce que tous les Congolais attendent et devraient attendre. Mais maintenant, ce sont des actions concrètes qu'on devait voir et non plus jamais des discours. Ça, je peux vous les garantir. Il y a tellement eu de discours que je me pose des questions. Est-ce que nous comprenons que, comme le chef de l'État l'a lui-même dit, il y a un complot international? Mais là, c'est depuis 1960. Le complot international est connu. Donc, je demande que nous ne puissions plus jamais faire la politique d'Autriche et que nous ne puissions plus jamais faire une diplomatie naïve. Parce que c'est ce qui caractérise un peu la République démocratique du Congo et l'Afrique en général, une politique d'Autriche. La vérité est là, les ennemis sont connus, mais c'est à nous maintenant de nous mettre en marche pour nous battre. Et il y a des petites stratégies, si le temps nous le permet, nous pouvons en donner, il n'y a pas de problème. Voilà, vous venez d'évoquer l'article 86 de la Constitution. C'est cet article qui parle de l'état de guerre. Et vous pensez qu'il est maintenant temps que le président décrète un état de guerre général? Je peux vous l'assurer qu'il devait le faire depuis très longtemps, malheureusement. Et l'article 63 qui dit qu'on doit se défendre. Nous sommes en guerre, il a lui-même dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas la guerre? Parce que, entre guillemets, si on ne déclare pas la guerre, on a un sérieux problème. On aura un problème budgétaire, on aura un problème de fonds pour faire la guerre. Si on ne décrète pas l'article 63, ça va. La vraie mobilisation générale, c'est l'article 63. La vraie mobilisation générale, ce n'est pas parce que le chef de l'État l'a dit. Il faut qu'il utilise les instruments de la Constitution. Et je peux poser la question à tous les Congolais. Pensons-nous vraiment que ces deux articles, et il y en a tant d'autres, ces deux articles de la Constitution sont des fleurs? C'est juste là, dans la Constitution, ça ne vaut rien. Je pense que si quelqu'un peut penser que ce n'est pas encore le moment, alors ça sera quand le moment?
quand Goma va tomber, quand Kinshasa va tomber, quand il y aura la balkanisation, puisque l'Église catholique est en train de les démontrer, et ça fait longtemps. Le plan de la balkanisation est là depuis très longtemps. Alors, ça nous sert à quoi ces articles? Je pense qu'on conseille très mal au chef de l'État. Il a certains mauvais conseillers. Il est grand temps, comme un panafricaniste, parce que je suis un panafricaniste, que nous puissions avoir cette autodétermination. Nous ne pouvons plus rien attendre des grands, ni de la communauté internationale. Ça s'est prouvé avec la MONUSCO, avec toutes les instances, Eastern African Community, tous les restes, ni au niveau régional, ni, entre guillemets, les voisins. Tous les voisins. On peut les utiliser, mais la première chose, c'est d'abord notre propre force. Et cette mobilisation pour le FARDC, que nous soutenons 100%, parce que nous n'avons que cette seule armée. Alors, nous devons tout faire pour avoir les moyens de nous battre maintenant. Vous savez, toutes les fois qu'on parle de négociations, j'ai dit un autre mauvais conseil qu'on a donné à l'autorité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre se battre et négocier. Je ne dis pas que négocier c'est mauvais, mais d'abord, pour mieux négocier, on doit être capable de se battre et montrer les biceps. En fin de compte, quand on ira à la table des négociations, on s'impose. Comme je vous ai dit, pour les nations, il n'y a que les intérêts. Et il n'y a que les rapports de force. Tous les internationalistes les savent et je pense qu'ils sont autour du chef de l'État. Donc, les stratégies utilisées jusque-là, je peux vous garantir, ne peuvent pas nous amener, surtout à moyen et long terme, à des solutions. Ça fait depuis 1960, on se met dans la position de faiblesse nous-mêmes. Non, c'est un problème de leadership et il est grand temps que nous puissions nous déterminer. Et je conseille au chef de l'État et au Premier ministre et surtout à l'Assemblée nationale d'appliquer l'article 63 maintenant, cette nuit, si c'était possible. Parce que la situation est grave. Peut-être que certaines personnes pensent que c'est un jeu. Non, il y a beaucoup de morts. Plus de 10 millions de Congolais qui ont péri depuis plus de 20 ans. Et ça continue. On continue à faire un peu le dindon de la farce. Et vous le comprenez, les gens disent on les attrape. Ils sont en République démocratique du Congo, ils sont entrés, l'armée rwandaise, et ils disent non, on n'est pas là. Et que la communauté internationale n'arrive même pas à déclarer ouvertement que la République démocratique du Congo est agressée. Souvenez-vous que Laurent Désiré Kabila l'avait encore dit. Il a redit, mais naturellement avec une communauté internationale jusque-là qui nous sentons, et le président l'a dit, qui ne soutient pas la République démocratique du Congo. Alors il faut faire basculer la tendance. Et on ne peut pas faire basculer la tendance sans la force. Sinon les complots n'existeraient pas. Il n'y a aucune diplomatie, ça va, sans la force qui pourra faire balancer la situation à l'Est. Que Goma soit prise, ce n'est pas encore grave. Que Bukavu soit prise, ce n'est pas encore grave. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des solutions durables. On peut bien négocier aujourd'hui et que le rebelle se retire, mais ils peuvent encore entrer dans une année, dans des ans. Il faut qu'on gagne la guerre. Il faut bien comprendre. Il n'y a plus beaucoup de solutions. La guerre doit être gagnée. Sinon, c'est après une année, 2 ans, 3 ans que la même personne risquerait. Et malheureusement, en trop négociant, on affaiblit les institutions. On affaiblit effectivement l'armée. Heureusement, on félicite au moins, pour une fois je m'excuse, l'Assemblée nationale pour avoir recommandé et exigé au gouvernement de ne plus faire des mixages et faire entrer des gens dans des gouvernements, dans des négociations. Plus question. Ça, sont déjà des avancées et je pense que nous sommes là comme un seul homme. On soutient l'appel du chef de l'État, mais on le demande cette fois-ci qu'il ne retourne pas, qu'il ne puisse plus changer de position. Il n'y a pas de négociation sans rapport de force. Excellence, Monsieur le Président, négocier, ce n'est pas grave. Dialoguons, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, décréter l'article 63, battons-nous, que toute la République, comme en Ukraine, ça va, soit prête pour prendre les armes. Et du côté politique, je pense effectivement que nous avons encore beaucoup de leaders congolais, que j'appelle autorité morale, je m'excuse, ça va, qui ne comprennent pas qu'on ne devait pas s'imaginer les élections, être président de la République et le peuple est en train de mourir. Je pense que c'est une irresponsabilité politique. Il faudra que tous les leaders que je ne vais pas citer, tous celui qui pense qu'il peut être candidat président, puissent comprendre que c'est le moment qu'il puisse venir se battre pour son peuple. En tant que panafricaniste, les leaders étaient devant, au champ de bataille. Où est-ce qu'ils sont ces leaders-là? Et je vous ai dit, pas question de discours. Le marche, oui, qu'on puisse faire des marches, des manifestations, je suis d'accord, mais ils le savent qu'on va faire des manifestations. On doit aller au-delà des manifestations, c'est-à-dire permettre à toute la République démocratique du Congo de prendre les armes.
Si nous pouvons avoir 50 000, 100 000, 200 000 Kinois, Louchois, les gens de Kikwit, de partout, où nous prenons les armes et que nous mettons le maximum de moyens, on félicite le ministère de la Défense, même si on a été bloqué en achetant les armes. Vous comprenez effectivement que le complot est là. Le complot est consommé. Il ne faut plus réfléchir. Il faut prendre des grandes décisions. Sinon, s'il vous plaît, je suis convaincu qu'on risque de ne pas avoir un Congo uni et avoir 3-4 Congos d'ici peu. Voilà, vous dites qu'il faut gagner la paix via le théâtre de la guerre. Professeur Dadi Saleh, on vous garde encore sur ce plateau. On continue d'abord avec cette actualité aussi. La communauté d'Afrique de l'Est s'engage dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a été depuis dimanche et poursuit ses consultations après avoir été reçu par le président Félix Tshisekedi. L'ex-chef d'État a également rencontré les membres de la société civile, entre autres pour prêcher la paix. Suivez. À peine arrivé en terre congolaise, le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, accompagné du secrétaire général de cette communauté, Peter Matuki, a tenu à sensibiliser les Congolais en appelant à la paix. Les armes n'amènent pas le développement et ne font pas seulement des victimes, mais elles ne peuvent jamais vous amener le développement et la richesse, a-t-il dit. Les autorités du bloc de l'Est préparent le 3e round du dialogue de Nairobi qui doit réunir le gouvernement aux groupes armés congolais. Les discussions de Kinshasa sont organisées une semaine après la rencontre de haut niveau à Sharm el-Sheikh, en Égypte, autour du président Evariste Ndayishimiye du Burundi, président en exercice du bloc de l'Est, et des présidents rwandais Paul Kagame et kenyan William Ruto. À Kinshasa, Uhuru Kenyatta est aussi venu rencontrer les communautés locales, le chef de confession religieuse, les chefs traditionnels et associations de femmes des provinces de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, ayant fait le déplacement de Kinshasa pour faire part aux facilitateurs de la réalité de terrain. De manière sincère, l'émissaire de la communauté d'Afrique de l'Est estime que les Congolais doivent plus que jamais développer le patriotisme, vivre et travailler ensemble pour le développement du pays. Professeur Dadi Saleh, vous venez de suivre cet élément ensemble avec nous. Quel est votre commentaire lorsque l'ancien président kenyan dit qu'on ne peut pas, ou bien les armes n'amènent pas la richesse et le développement? N'est-ce pas là une vraie chose? Non. Je ne vais pas tergiverser parce que la situation est grave. Je peux essayer de faire la diplomatie et d'être un peu plus sage, mais je suis désolé, peuple congolais, on n'a plus besoin d'être sage. Ce n'est pas vrai ce que le président Uhuru Kenyatta vient de dire. Parce que sinon, tous les pays du monde n'auraient pas des armes. Sinon, les États-Unis n'auraient pas d'armes. La Russie, la Grande-Bretagne, etc. Donc, nous faisons encore les dindons de la farce où quelqu'un vient vous dire que vous ne devez pas avoir des armes. Et qu'il faut bien faire la lecture du discours de l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui n'a pas théoriquement intérêt à ce que nous puissions avoir la paix. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et je suis très dur, je sais, malheureusement. C'est qu'au fond, il vient d'ajouter un élément très dangereux. Et on demande à tous les conseillers, on demande au chef de l'État de tirer attention. Il vient de nous créer, ça va un point en disant qu'apparemment, il vient résoudre la situation des guerres communautaires. C'était ça ma compréhension de son discours. Parce qu'apparemment, pour lui, il y a un trouble communautaire en République démocratique du Congo. Mais mes chers compatriotes, comment est-ce que nous pouvons accepter un tel discours? Ce n'est pas vrai. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Ça n'a rien à voir d'une guerre ethnico-tribale. Mais là aussi, l'ancien président l'a reconnu. Il dit que c'est une guerre qu'on impose à la RDC. Malheureusement, vous avez compris. Donc, on prépare la population à une négociation ethnico-tribale. Je pense que ce n'est pas notre problème en République démocratique du Congo. Nous avons plus de 400 ethnies et tribus. Et franchement, il n'y a pas une histoire des tribus. C'est les Rwandais qui nous attaquent. On ne veut pas savoir ce qu'ils ont comme tribus et ethnies. C'est la nation rwandaise. Et pour moi, la nation ougandaise qui nous attaque. Avec un peu les néocolonialistes. S'il vous plaît. Donc, les discours de M. Uhuru Kenyatta, parce que comme je vous ai dit, on doit cesser avec un peu cette politique d'Autriche et la diplomatie naïve. Son discours est clair. Pourquoi voulez-vous continuer avec... je pense que si on était sérieux, on devait lui demander de rebrousser chemin.
Je suis très dur parce que je n'ai pas de choix, s'il vous plaît. J'ai la possibilité de parler à basse voix, qu'on fasse la diplomatie, qu'on dise que tout va bien, il faut négocier. Et je sais qu'on doit négocier, mais pas dans ces termes-là. Les termes sont très mal partis. Il faut bien dire à M. Uhuru Kenyatta qu'on ne doit pas négocier parce qu'on n'a pas besoin d'être une armée forte, d'avoir une armée forte. Non, les armes sont importantes sur cet échiquier diplomatique et au niveau national et international. Sinon, on ne vous considère pas. Vous êtes les dindons de la farce. Donc, il n'a pas du tout raison. Il faudra qu'il retire cela pour l'intérêt du peuple congolais. Deuxième point, je viens de vous dire, il prépare la population congolaise et l'opinion nationale et internationale à s'imaginer un conflit tribalo-ethnique. C'est-à-dire, effectivement, les raisons, les prétextes du M23 avec les Rwandais, qu'il y a un problème d'intégration d'une certaine communauté. Absolument pas. Donc je pense qu'avec ces deux mots, parce que lisez-les, je le lis avant de venir ici au moins 20 fois. Donc je ne dis pas n'importe quoi. Il a mal préparé les choses. Je demanderai au chef de l'État et à tous les gens qui sont en train de les consulter de lui demander de cesser et de s'excuser auprès du peuple congolais parce qu'effectivement, toute négociation avec cet objectif-là nous amènerait où? C'est là où je parle de la diplomatie naïve. Peuple congolais, Excellence, Monsieur le Président, que nous sommes surtout en tant que panafricanistes en train d'admirer petit à petit, parce que vous avez fait des déclarations claires. On ne doit plus négocier avec les terroristes. Vous avez fait des déclarations claires qu'on doit se mobiliser et nous sommes derrière cette mobilisation, mais pas avec de telles négociations. Déjà, les termes de référence sont biaisés. En tant qu'intellectuel, en tant que politique aussi, je peux vous assurer, quand les termes de référence, c'est-à-dire problématiques biaisées, hypothèse biaisée, quel résultat vous voulez avoir? Il n'y aura pas de résultat, sauf vous dribbler. Je suis désolé. Et je pense qu'il doit changer et recommencer les négociations s'il veut rester le facilitateur. Merci, professeur Dadi Saleh. On vous garde encore sur ce plateau. La situation semble se calmer à Kibumba, dans le nord Kivu, après les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dimanche. Selon les nouvelles qui nous viennent du front, après les escarmouches, les forces armées congolaises contrôlent cette cité occupée par le passé par ce mouvement rebelle. Selon la société civile locale, les affrontements se déroulent maintenant dans la périphérie de cette cité de Kibumba. Enoch Kissé. Des déplacements massifs de la population de Kibumba vers Kanyaruchinya, à quelques mètres de Goma, sont signalés ce dimanche 13 novembre 2022. À en croire le président de la société civile de Kibumba, les habitants craignent le rebelle du M23 qui s'était infiltré la soirée du samedi 12 novembre 2022 à la colline de Kaziziéou, non loin de l'agglomération de Kibumba, en provenance du parc. Je paraphrase, ils sont arrivés à l'église CBCA Kibumba et ont été repoussés par l'armée congolaise. Maintenant, les affrontements se déroulent dans le parc à un lieu appelé Moiro et Kibumba est sous le contrôle des FARDC, a-t-il précisé. Il est à signaler que sur le front diplomatique, les tractions se poursuivent. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, et son homologue Félix Tshisekedi de la RDC ont, après 2 heures d'échange en tête-à-tête au Mont-Galliema, laissé leurs ministres des Affaires étrangères respectifs faire le point de leur entrevue. Christophe Lutundula et Tété Antonio se sont refusés d'aller en détail. Les deux chefs de diplomatie ont tout de même rappelé que la rencontre de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la médiation entamée par le président Lourenço dans l'objectif d'obtenir la désescalade entre Kinshasa et Kigali. Pour ces deux personnalités, ce qui compte à ce stade n'est pas ce que les uns et les autres ont dit, mais la poursuite du processus de médiation afin de respecter la feuille de route de Luanda. Professeur Dadi Saleh, vous le savez autant que moi que la communauté d'Afrique de l'Est a aussi une stratégie militaire. Le Kenya a déployé ses soldats il y a tout juste 2 jours. Il y a 3 mois, le Burundi avait déjà déployé les troupes burundaises. Et selon vous, quelle est votre lecture par rapport à la stratégie de la communauté est-africaine par rapport à la guerre de l'Est? Mais je pense effectivement que c'est une très mauvaise stratégie, pour être direct comme je vous ai dit, tout simplement parce que l'Eastern African Community, on le sait très bien, obéit plus ou moins aux desiderata de nations qui composent, et que la majeure partie des nations qui composent l'Eastern African Community ne sont pas favorables à la République démocratique du Congo. Nous sommes isolés. Effectivement, parce que nous ne démontrons pas cette force-là. Ce n'est ni le Rwanda, ni l'Ouganda, et malheureusement, ni le Burundi et le Kenya, où on peut espérer
a un intérêt direct. S'il vous plaît, tenons très bien. Quel est l'intérêt du Kenya si nous devons avoir la paix, si nous devons nous développer? Parce que tout ce que nous consommons... Faire le commerce avec non, le RDC en paix. Absolument pas. Parce qu'ils savent très bien que si nous développons, nous aurons des industries et nous n'aurons plus à consommer pratiquement tous leurs produits qu'ils nous disent. Et le président Ruto l'a si bien dit. Ils n'ont même pas de vaches, c'est-à-dire nous les Congolais n'avons même pas de vaches, c'est eux qui doivent nous vendre même du lait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas lire entre les lignes? C'est là où je parle de la diplomatie naïve et d'une politique d'Autriche. Le président Kenya, la présidente, est plutôt tanzanienne. Elle a été claire. Ils doivent conquérir notre marché. Nous savons que l'or et les coltans et un peu tout ce qu'on a est exploité illicitement par le Rwanda, par l'Ouganda. Et effectivement, en complicité avec certaines multinationales des États-Unis, Grande-Bretagne et la communauté internationale n'arrive même pas à se prononcer quant à ce. S'il vous plaît, la politique d'Autriche et la diplomatie naïve, j'insiste, ne peut nous ramener nulle part. Ce qui fait que vous avez bien compris que ce n'est pas 1000, 2000 militaires kenyans qui vont dépasser nos 10 000 militaires qui sont sur les champs. Soyons quand même un peu plus sérieux. Ça n'a rien à voir. Et il faut dire que nous avons déjà plus de 50 nations qui se battent, entre guillemets, qui se battent dans la MONUSCO. Nous avons déjà l'Ouganda qui est là. Et j'ai toujours été contre cette opération. Nous avons les Burundi. Mais au fond, nous avons eu à l'époque du président Kabila les Rwanda, qui est venu pendant 5 ans, 3 ans, qui a fait des opérations. Mais rien n'a changé. S'il vous plaît, la politique d'Autriche et la diplomatie naïve nous dit tout simplement ceci. À court terme, plutôt à court terme et à long terme, c'est impossible de s'imaginer, ça va, que l'Eastern African Community, sous les formats actuels, parce qu'ils obéissent plus aux Nations Unies, ces pays-là ont plus un peu un trait direct avec la communauté internationale qui les nourrit, exactement. Et raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a le même langage. Le même langage, c'est quoi? Négocier avec le M23. C'est ça le même langage de tout le monde. Donc, le militaire kenyan, et d'ailleurs quand ils sont venus, vous avez bien compris qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour se battre. Ils étaient venus pour faire des zones tampons. Mais le fils de Museveni, qui n'est pas n'importe qui, il a bien déclaré, clairement, il soutient la M23. Au fond des comptes, je me pose des questions en fin de compte. Soit, moi je n'écoute pas, je ne vois pas ce qui se passe, soit, à un niveau du sommet de l'État, on ne voit rien. C'est ce que j'appelle diplomatie naïve et politique d'Autriche. Je peux vous les garantir, oui, à court terme, ça peut avoir des effets. Comme ça a eu des effets il y a quelques années, en 2013 si je ne m'abuse. Mais ça sera un semblant. C'est ce que j'ai dit à l'autorité et au chef de l'État. Ça sera un semblant et on peut malheureusement mal négocier. Qu'on leur laisse encore les diamants, l'or, comme le chef de l'État pensait, et lui-même a remarqué que ce n'était pas ça. Ils veulent encore plus. Ils vont jusqu'à la balkanisation et la Cinco, ce ne sont pas des enfants. Ils ont averti et nous l'avertissons et les éléments de preuve sont là, je peux vous les garantir. Donc, c'est le moment où on ne devait pas tergiverser. On devait compter sur le peuple congolais uniquement. Les autres peuvent venir en soutien, je suis d'accord, mais vous avez bien compris que même les Ougandais, on ne maîtrise pas les opérations sur terrain. Ça, je l'ai dit moi-même avec mes propres preuves. On ne maîtrise pas les opérations des Ougandais sur terrain aujourd'hui. On ne maîtrise pas les opérations de la MONUSCO. La MONUSCO est tranquille à Kiwanja, tranquille à Rutshuru avec les ennemis. C'est quoi ça? Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut accepter la MONUSCO qui est supposée avec une brigade pour défendre la République démocratique du Congo contre les rebelles, mais qui est avec les rebelles là où je vous parle, officiellement? J'ai beaucoup d'amis là-bas qui sont sortis, bien sûr certains avec les hélicos de la MONUSCO, et la MONUSCO est là. Elle ne fait rien. Donc, s'il vous plaît, la diplomatie naïve doit cesser, Excellence, Monsieur le Président. Si on ne se prend pas en main avec notre philosophie Kujitegemea, Tumilukela, Tusosange Mosi, Tujikebela, peuple congolais, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Le reste va venir après, on va se faire respecter. Si par exemple, nous avions plus de 2 millions, ça va, des Congolais avec l'article 63. On cesse un peu ces dépenses avec l'État congolais, et tout le monde le sait, les budgets, 21 000 $ avec les députés, 100 000 $ avec ceci, cela. On est sûr et certain que dans moins d'une semaine, je vous l'ai dit, et c'est ça qui fait mal, dans moins d'une semaine, on met tout le moyen que nous avons. Félicitations au gouvernement parce qu'on a pu
découvrir un peu plus, on met tout le moyen à la guerre. C'est avec d'autres histoires, 5 chantiers, Tile Djelou, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ici, la nation est en danger. Merci. Les priorités sont claires. Merci, professeur Dadi Saleh. J'aurais retenu 2 concepts clés. D'abord, le Kujitekemea, c'est-à-dire se prendre en charge, et puis vous dénoncez la diplomatie naïve. On vous remercie d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va poursuivre avec autre chose à présent. La province du Maïndombe a reçu des fonds venant de la vente du carbone et voudrait investir cet argent dans des projets prioritaires pour sa population. La gouverneure de cette province est passée dans les installations du BSECO pour discuter de la mise en œuvre de ces projets. Le BSECO intervient dans ce projet comme maître d'ouvrage. Plus d'éléments avec Gisèle Malamba et Orman Moussantou. C'est pour la 2e fois que la gouverneure de Maïndombe, Rita Bola, franchit les portes du Bureau central des coordinations BSECO. Si la première fois, elle signait un protocole d'accord, cette fois, elle vient pour les modalités d'exécution des projets de la province qui a reçu des fonds par la vente du carbone à la société ERA. Merci beaucoup. Nous sommes revenus comme convenu. Nous avons un protocole d'accord avec BSECO. Et voilà que nous venons de recevoir les fonds pour la province. Et nous sommes obligés de venir courir vers notre partenaire pour l'exécution de nos projets. La province vient de vendre le crédit carbone. Voilà, la société ERA nous a payé la vente de crédit carbone pour la province de Maïndombe. Ces fonds qui seront affectés aux projets bénéfiques pour la population après la tenue d'un conseil des ministres provinciaux devant déterminer les projets prioritaires. Nous sommes les représentants de la population. Nous connaissons les besoins de notre population. Nous voulons accompagner notre gouverneur de province pour l'aider à choisir des projets qui sont prioritaires par rapport à notre population. Voilà pourquoi nous l'avons accompagné au moment où il voudrait échanger avec BSECO qui va être l'exécutant de ces projets-là. Le numéro 1 de Maïndombe, Rita Bola, compte vite mettre en œuvre son programme de développement de la province. Ainsi, un conseil des ministres provinciaux se tiendra de la semaine prochaine pour statuer sur le sujet. Et puis, je le disais en titre, Arthur Moutonkole Kabila, hissé au poste de directeur général en charge des opérations de Kibali Gold Mine. C'est une avancée très significative dans la politique d'emploi de l'entreprise aurifère qui s'investit chaque jour dans la formation de son personnel local afin de répondre aux exigences de la loi, celle de privilégier le recrutement des nationaux là où les compétences ne constituent pas un défaut majeur. Le commentaire avec Dieudonné Boinali. Il a gravi différents échelons dans l'industrie minière. Arthur Moutonkole Kabila, 43 ans révolus, devient le tout premier Congolais hissé à la tête de Kibali Gold Mine pendant sa phase de production et de l'essor. Discret et rigoureux de nature, c'est après un parcours d'élite qu'il accède à cette prestigieuse fonction. Ingénieur en électromécanique départ sa formation à l'université de Lubumbashi, détenteur d'une spécialisation en management et de développement à l'université de Cape Town en Afrique du Sud et polyglotte, Arthur Moutonkole Kabila a rejoint la mine d'or de Kibali fin 2013 sous Rangold où il occupa directement la fonction de l'ingénieur de maintenance de l'usine. Avant sa nomination, l'éré promu était à la tête du département de la maintenance de Kibali, la mine de classe mondiale, la première en Afrique en termes d'automatisation de son usine. Le nouveau directeur général en charge des opérations de Kibali Gold Mine remplace ainsi à ses postes Michael Van Anen. Bon vent au nouveau promu. Et puis parlons santé à présent. Le monde célèbre le 14 novembre de chaque année la journée mondiale du diabète, une maladie caractérisée par l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Et pour cette année, le thème retenu est l'accès aux soins du diabète. Mais quelles sont les causes de cette maladie et comment s'en prémunir? Le docteur Elvis Otenga de l'hôpital général de Kinshasa nous fait le point. Il est au micro de Patience Lokeke et Giscard Tamba. Alors les causes, il y en a plusieurs, mais de manière assez simplifiée, il y a des facteurs héréditaires d'abord, c'est-à-dire quelqu'un qui a un des parents qui est diabétique est fort susceptible de développer aussi le diabète. Et il y a aussi les facteurs personnels, entre autres l'âge au-delà de 40 ans, le surpoids et l'obésité. Donc ce sont les quelques facteurs qui peuvent faire que quelqu'un puisse développer le diabète. Aujourd'hui, le diabète fait des ravages comme vous n'en avez pas idée. Déjà que c'est une maladie qui est très méconnue
et au niveau de notre population et au niveau des scientifiques, parce que pour la plupart, les causes ne sont pas très bien connues. Ok. Alors, ça fait que généralement, quand nous disons à quelqu'un, voilà, après investigation, vous êtes diabétique, la personne vous dit, non, moi, je ne suis pas diabétique. Vous voyez? C'est vous dire que tout le monde peut développer le diabète. Ok. Alors, du fait que tout le monde peut développer le diabète, c'est-à-dire que tout le monde doit se prévenir. Et comment est-ce que nous pouvons nous prévenir? J'ai parlé ici de la sédentarité qu'il faut combattre. Il faut être actif. Aujourd'hui, ce que nous recommandons déjà pour la prévention, que les gens apprennent à marcher. Okay? Ne fût-ce que la marche, c'est une activité physique qui peut vous permettre de prévenir le diabète. Okay? Ensuite, nous recommandons de prendre une alimentation qui soit saine. Nous disons généralement pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. Et puis parlons sport à présent. La Gambie a annulé le match qui devait l'opposer à la RDC. Les Gambiens pensaient jouer face au Léopard A et c'est plutôt les A' envoyés par la RDC. C'est A' qui prépare le CHAN qui aura lieu en janvier prochain. Blest Kouzola. Initialement prévu le 17 novembre 2022 en Turquie, le match devant opposer la Gambie à l'équipe nationale locale de RDC a été annulé. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle dans la soirée du samedi 12 novembre dernier, la Fédération gambienne de football a annoncé l'annulation de cette rencontre pour une raison bien précise. Les Scorpions disent découvrir que la RDC va se présenter dans cette rencontre avec l'équipe locale alors qu'ils s'attendaient à jouer l'équipe première. Nous décidons ainsi d'annuler le match contre la RDC car elle va se présenter avec son équipe locale, ce qui n'était pas convenu dans nos accords. Pour ce faire, nous annulons cette rencontre et allons jouer contre les Taifa Stars de la Tanzanie ce 17 novembre, peut-on lire dans ce communiqué. La délégation congolaise quitte Kinshasa sauf imprévu ce lundi 14 novembre pour Turquie où un stage de près de 10 jours est prévu pour l'équipe nationale locale en vue notamment de préparer le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. 26 léopards ont été conviés par Otis Ngoma en vue de ces stages. Rappelons que ces stages avaient été annoncés et annulés avant que la Fédération congolaise de football association ne tienne à sa tenue. Toujours en sport, les Léopards handball sont qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire face à l'Algérie, 32-23. En match comptant pour la deuxième journée de la CAN handball de la spécialité. Encore une fois, Blest Kouzola. Le Léopard Senior Dame de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le quart de finale de la 25e édition après leur victoire devant le Fennec d'Algérie sur la note de 32-23, c'est dimanche 13 novembre 2022. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la deuxième journée de cette CAN féminine qui se déroule au Sénégal du 9 au 19 novembre 2022 avec la participation de 13 nations au total. Ces succès face à l'Algérie, après l'avoir dominé dans chaque mi-temps 16-10, 16-13, qualifient d'office les Congolaises qui s'étaient imposées devant le Cap-Vert lors de la première journée 27-19. Avec 4 points sur 4, la RDC va affronter l'Angola, leader du groupe, et tenant du titre de cette compétition le lundi 14 novembre 2022 à 19h heure de Kinshasa. L'objectif pour elle est d'aller chercher la première place du groupe afin d'éviter le leader du groupe C qui sera probablement le Sénégal pays hôte. En cas de qualification pour le demi-finale, les Congolaises vont valider leur ticket pour la Coupe du Monde de la spécialité prévue du 30 novembre au 17 décembre 2023 dans 3 pays à savoir le Norvège, le Danemark et la Suède. Place à présent à la page internationale. Ouverture ce 14 novembre de la deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en Afrique du Sud. Cette activité vise à créer des systèmes d'alerte précoce visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits armés et à prévenir la récurrence de ces mêmes conflits sur le continent. Edouard Funda. Placé sous le thème « Renforcer le lien entre la gouvernance, la paix et la sécurité sur le continent »,
consolider la coopération entre le Conseil de paix et de sécurité, MAEP, en matière d'alerte précoce pour la prévention des conflits en harmonie et en synergie avec l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture des gouvernances africaines. Cette deuxième retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a vu la présence de plusieurs hauts responsables gouvernementaux, experts politiques et promoteurs de la paix en Afrique. Les travaux de cette deuxième édition qui prennent fin le 15 novembre devraient déboucher sur l'interconnexion entre la gouvernance politique, la paix et la sécurité en Afrique afin d'adopter des stratégies d'alerte précoce visant à s'attaquer aux causes profondes des conflits armés et à prévenir leur récurrence sur le continent et de redoubler les efforts en faveur de la diplomatie préventive et de la bonne gouvernance. La retraite conjointe a également pour objectif de synchroniser les efforts visant à intégrer la gouvernance politique dans le programme et activités de paix et de sécurité de l'Union africaine. La retraite est ancrée autour de la réalisation des aspirations 3 et 4 de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique sûre et pacifique, de bonne gouvernance, de démocratie, du respect des droits de l'homme, de justice et de l'état de droit et de participation populaire. Rappelons que la retraite conjointe inaugurale de MAEP et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été organisée du 19 au 21 décembre 2021 à Durban en Afrique du Sud. En mars 2022, le Conseil de paix et de sécurité a institutionnalisé la tenue annuelle d'une retraite conjointe entre les deux parties. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Vous l'avez suivi, dans le secteur minier, Kibali Gold a un nouveau directeur. Arthur Moutonkole a été hissé au rang de directeur général en charge des opérations. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. Et puis, vous l'avez suivi également, l'agression rwandaise sous couvert du M23 continue à mobiliser les Congolais. Kinshasa a vibré au rythme d'une marche de protestation de chrétiens pour dire non à cette énième agression. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.